Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à l'actualité de droit de la construction. Comme on vous l'a dit, c'est un webinaire consacré à l'actualité jurisprudentielle qui est très riche au cours de ce trimestre. On abordera, comme d'habitude, une actualité jurisprudentielle, puis dans un second temps, de manière un petit peu plus sommaire, l'actualité réglementaire. En effet, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 10 jurisprudences qui ont retenu mon attention, ce qui est assez important au regard des nombres de décisions retenues habituellement. Donc, vous le verrez, beaucoup de décisions consacrées aux questions d'assurance et de prescription, notamment l'assurance dommage ouvrage et puis les prescriptions des actions biennales, notamment assureurs-assurés. Donc, pour commencer, j'ai sélectionné cette première décision rendue par la Cour de cassation le 13 avril 2023 sous le numéro 19-24-060 qui concerne la question du bénéficiaire de l'indemnité d'assurance dommage ouvrage. En effet, l'article L242-1 du Code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui agit en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture de son chantier pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs une assurance DO. Donc, au terme de cet article, il résulte que le bénéfice de l'assurance dommage ouvrage se transmet aux propriétaires successifs. En revanche, bien évidemment, la question s'est posée de savoir quel était le sort de l'indemnité versée par l'assurance ou due par l'assureur dommage ouvrage en cas de vente successive. Alors initialement, la Cour de cassation jugeait que l'indemnité d'assurance DO devait être versée uniquement au propriétaire de l'ouvrage au moment de la déclaration de sinistre. Même si par la suite une vente intervenait. Le problème, c'était que bien évidemment, souvent le vendeur déclarait toucher une indemnité et puis vendait et partait avec l'indemnité, mais ce principe était consacré par la Cour de cassation. L'indemnité n'était de fait pas utilisée pour réparer les désordres, objet même du versement de l'indemnité. Il y a eu un revirement le 15 septembre 2016, remettant en cause bien évidemment cette jurisprudence qui n'était pas très logique, une décision rendue sous le numéro 15-21-630, selon laquelle, en cas de vente de l'immeuble, c'est l'acquéreur qui bénéficie de l'indemnité d'assurance. La Cour a jugé que, sauf clause contraire, seul l'acquéreur de l'immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance à l'encontre de l'assureur DO, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente de l'immeuble et donc par le propriétaire antérieur. C'est donc le propriétaire à la date à laquelle l'indemnité versée qui doit bénéficier de l'indemnité versée par l'assureur DO. Ça, c'est donc le principe depuis le 15 septembre 2016. En l'espèce, le problème était un petit peu différent. J'ai récapitulé les faits de manière assez sommaire. Donc, nous avions la construction d'un ouvrage en VFA par une SCI, puis le bien a été vendu aux époux X qui ont bénéficié, bien évidemment, des garanties de l'assureur DO. Des désordres sont apparus sur un mur de soutènement. Les époux X ont déclaré leur sinistre à l'assureur DO qui manifestement n'a pas garanti. Un procès a eu lieu et l'assureur DO a été condamné à payer aux époux X la somme de 175 000 € à titre de provision. Mais par la suite, le bien a été vendu aux époux Y sans que les époux X n'aient réalisé les travaux pour lesquels ils ont été indemnisés à hauteur de 175 000 €. Et le bien a été vendu avec une déduction de prix à hauteur de 175 000 € correspondant au montant de l'indemnité. L'assureur DO, considérant que les travaux n'ayant pas été faits, a sollicité aux époux Y, donc les nouveaux acquéreurs, la restitution des 175 000 € pour défaut d'affectation de l'indemnité au titre des travaux de réparation, somme que ces derniers n'avaient pas touchée. Alors, l'assureur a eu gain de cause devant la Cour d'appel et les acquéreurs ont bien évidemment initié un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Ces derniers faisaient valoir
que l'action en répétition de l'indus, donc la restitution des sommes qui n'étaient pas dues, ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Et en l'espèce, il faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune somme de la part de l'assureur dommage-ouvrage, puisqu'il n'avait pas bénéficié de l'indemnité, mais que c'était le vendeur qui en avait gardé, qui l'avait gardé. Il faisait également valoir que la transmission du bénéfice de l'assureur DO au nouvel acquéreur du bien immobilier n'emporte pas cession des éventuelles créances détenues par l'assureur contre le maître d'ouvrage initial au nouveau maître de l'ouvrage, sauf à ce que le contrat de vente ait expressément prévu le transfert de l'indemnité d'assurance à l'acquéreur. Or, selon les époux Y, le contrat de vente ne prévoyait aucun transfert d'indemnité. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, précisant que la Cour d'appel avait justement jugé le motif, en retenant que l'acquéreur s'était vu consentir une réduction du prix de vente égale à l'indemnité due par l'assureur. En effet, l'acte de vente avait mentionné le montant de l'indemnité d'assurance sans préciser que celui-ci était déduit du prix des ventes. La Cour de cassation a donc estimé que seule la mention suffit à interpréter l'acte comme ayant déduit ce montant du prix de vente. La Cour considère que l'acte de vente a implicitement transféré l'indemnité d'assurance à l'acquéreur qui aurait dû effectuer les travaux. En conséquence, si l'acquéreur n'exécute pas les travaux de réparation pour lesquels l'assureur a versé une indemnité, il reste alors redevable de cette somme à la compagnie d'assurance qui la lui réclame. C'est-à-dire que l'acquéreur a bénéficié d'une réduction de prix, n'a pas touché le bénéfice de l'assurance dommage-ouvrage, se retrouve avec un ouvrage affecté de désordre qui n'a pas été réparé et en plus de cela, il est tenu, au terme de cette décision, de rembourser à l'assureur dommage-ouvrage la somme de 175 000 €, la Cour ayant considéré que la réduction valait transfert de l'indemnité à l'acquéreur. Donc, c'est une décision vraiment importante afin de savoir qui doit être destinataire de l'indemnité finale. Une seconde décision rendue par la Cour de cassation également le 13 avril 2023 sous le numéro 21-21-106. Là, c'est une décision qui m'a semblé intéressante de citer. Et comme quoi, parfois, on a des décisions assez surprenantes. C'est le cas de cette décision puisque la Cour de cassation infirme un arrêt rendu par la Cour d'appel assez surprenant. Pour mémoire, l'assurance DO est énoncée à l'article 242-1 des codes des assurances, lequel rappelle l'objet de cette assurance, qui est le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. C'est le principe. Ce sont donc les désordres de nature décennale qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. On a tous en tête, effectivement, le caractère décennal des désordres pour que la garantie puisse s'appliquer. Selon la Cour d'appel qui avait été initialement saisie, cette évidence n'était manifestement pas connue de sa part, puisque la Cour d'appel avait jugé que l'ensemble des désordres ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs et donc de l'assurance dommage-ouvrage, malgré les termes particulièrement explicites du rapport d'expertise que j'ai cité, puisque la Cour de cassation l'en fait également. De même, donc les juges, ça c'est la Cour de cassation qui nous rappelle ça, les juges ont constaté que la charpente avait nécessité l'implantation de pièces de soutien supplémentaires, que les murs n'étaient pas d'aplomb, qu'il existait des distorsions géométriques du sol au plafond, que le gros œuvre avait été réalisé de façon très approximative, que ces multiples désordres n'avaient pu être atténués par les travaux de reprise, qu'il existait en outre une anomalie d'appareillage des murs porteurs, que ces défauts apparaissaient affecter la structure de la maison et que celle-ci était complètement bancale et de guingois, que l'expertise judiciaire sur laquelle s'est appuyée la Cour d'appel conclut elle-même qu'il est constant que dans tous les cas, la pérennité de l'ouvrage ne pourra pas être garantie. Malgré les termes du rapport explicite de l'expert judiciaire qui parle d'une maison complètement bancale et de guingois, la Cour d'appel avait estimé que ces désordres ne relevaient pas des garanties décennales et de l'assureur dommage d'ouvrage, mais ne relevaient que d'une faute contractuelle imputable à l'entreprise. Bien évidemment, la Cour de cassation, au vu des conclusions vraiment alarmiste du rapport d'expertise, a infirmé la décision et a jugé sans surprise que la réparation des désordres qui nécessite la démolition
et la reconstruction de l'ouvrage relèvent des garanties décennales et donc de l'assurance dommage ouvrage. Voilà, il est souvent des principes qu'il est bon de rappeler, comme l'a fait en l'espèce la Cour de cassation, à la suite d'une décision rendue par une cour d'appel vraiment très surprenante. Enfin, un dernier arrêt, une dernière décision consacrée à l'assurance dommage ouvrage, c'est une décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2023 sous le numéro 22 13 410, qui concerne cette fois la question de la déclaration d'assurance tardive par le maître d'ouvrage. En effet, l'article L114-1 du Code des assurances relative à la prescription biennale assureur-assuré permet aux bénéficiaires de l'assurance DO de déclarer le sinistre dans les 2 ans qui suivent l'expiration de la garantie décennale, puisque cet article nous dit que toute demande fondée sur un contrat d'assurance se prescrit par 2 ans. Donc finalement, de cet article, il résulte que le maître d'ouvrage finalement bénéficie à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage d'une période de garantie de 10 ans, ça c'est le principe, plus une période complémentaire de 2 ans qui s'applique au titre de la prescription biennale assureur-assuré. Donc finalement, le maître d'ouvrage bénéficie de 12 ans de garantie. Malheureusement pour l'assureur dommage ouvrage, lorsque la déclaration est formulée au-delà du délai de 10 ans, l'assureur DO perd la possibilité d'exercer ses recours contre les constructeurs qui seraient responsables. Donc, c'est vraiment la hantise d'un assureur DO, c'est la déclaration postérieure à l'expiration de l'assureur DO, de l'assurance par le maître d'ouvrage. Bien évidemment, la contrepartie à cette possibilité pour le maître d'ouvrage de bénéficier de 2 ans, la contrepartie pour l'assureur DO est énoncée à l'article L121-12 du Code des assurances, lesquels disposent que l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. L'assureur n'est donc pas tenu de son obligation de garantie envers l'assuré si la subrogation est rendue impossible du fait de l'assuré, à la condition que le fait de l'assuré soit fautif. Exemple, une déchéance de garantie est applicable lorsque l'assignation est délivrée après l'expiration du délai décennal, alors que le refus de garantie date de près de 2 années. C'est une jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 11 juillet 2019. Je vous ai fait un petit schéma que je vais commenter. Vous avez effectivement un refus de garantie d'assurance DO à la date du 4 janvier 2001, alors que l'expiration de la garantie décennale, 4 janvier 2020, alors que l'expiration de la garantie décennale venait à terme le 10 juillet 2020. Donc, nous avons un refus de l'assureur DO le 4 janvier 2020, soit près de 7 mois avant l'expiration de l'assureur DO. Compte tenu de ce refus de l'assurance DO, le maître d'ouvrage bénéficie, pour agir au fond, d'un délai, pour contester finalement ce refus, bénéficier d'un nouveau délai de 2 ans supplémentaires à compter du refus qui lui a été notifié, soit un délai qui expirait le 4 janvier 2022. Or, dans cette hypothèse-là, le fait fautif du maître d'ouvrage serait effectivement d'attendre entre le refus de garantie daté du 4 janvier, d'attendre finalement, par exemple, le 2 janvier 2022, soit 2 jours avant l'expiration du nouveau délai, pour assigner finalement l'assureur dommage ouvrage, lequel ne dispose plus de délai suffisant entre le 2 et le 4 janvier 2022 pour agir, pour mettre en cause les constructeurs. Alors que, au terme de ce schéma, vous pouvez voir qu'il était parfaitement loisible pour le maître d'ouvrage d'agir entre le refus de garantie qui lui a été notifié le 4 janvier 2020 et la date d'expiration de la garantie décennale le 10 juillet. Il avait parfaitement la possibilité d'agir. Mais il a attendu la quasi-expiration du délai de 2 ans qui se trouvait dans ces conditions hors délai de la garantie décennale pour agir, faisant perdre ainsi à l'assureur DO la possibilité d'agir contre les constructeurs. Dans cette hypothèse-là, l'action tardive du maître d'ouvrage a été considérée comme étant fautive et donc l'assurance DO a été
pu faire valoir une déchéance de garantie compte tenu de la subrogation rendue impossible par le fait fautif de l'assuré. En revanche, il ne faut pas avoir en tête que toute déclaration réalisée peu de temps, par exemple avant l'expiration de la garantie décennale, serait nécessairement fautive. Dans l'arrêt qui est commenté, vous avez une réception tacite, donc qui n'était pas contestée, en date du 8 septembre 2003. Donc, l'expiration de la garantie décennale, le 8 ou 9 septembre 2013, 10 ans après. Vous avez une déclaration par le maître d'ouvrage, une déclaration de sinistre, le propriétaire, le 24 juin 2013, soit toujours dans le délai de garantie décennale, quelques mois avant l'expiration du délai de garantie. Vous avez un dépôt de rapport préliminaire par l'assureur DO le 14 août 2013, donc toujours pendant le délai de garantie. L'assureur DO fait état de l'application de ces garanties, sachant qu'il réserve le montant de l'indemnité pour la suite. Et là, c'est là où tout se passe, puisque le second rapport préliminaire ne date que du 3 février 2014, c'est-à-dire qu'entre le rapport préliminaire sur la position de garantie et le chiffrage des travaux de réparation, il s'est écoulé de nombreux mois imputables à l'assureur DO, et une proposition indemnitaire qui est intervenue le 5 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie. La proposition indemnitaire est refusée par les demandeurs et qui, postérieurement à l'expiration, assigne l'assureur DO, lequel ne bénéficie plus de ses recours. Mais en l'espèce, la Cour de cassation a jugé que le fait que l'assureur DO ne bénéficie plus de ses recours ne résulte pas d'une faute du maître d'ouvrage qui lui est assigné dans les délais, mais d'un délai de traitement particulièrement long de l'assureur des dommages ouvrages qui lui est seul imputable. L'ADO, pour s'opposer à la garantie, faisait valoir que les maîtres d'ouvrage avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier si elle avait souscrit une assurance de responsabilité décennale, la privant de fait des recours. La Cour de cassation a écarté ce moyen et a uniquement jugé que l'absence de recours subrogatoire est uniquement due au seul délai d'instruction de la déclaration de sinistre. La dommage ouvrage ne démontre nullement que l'impossibilité résulte d'un fait fautif du maître d'ouvrage. Je vous ai mis en dessous le texte précis de la Cour de cassation qui indique « Ayant ainsi fait ressortir que le délai de garantie décennale étant alors expiré, l'impossibilité du recours subrogatoire était due au seul délai d'instruction de la déclaration de sinistre prévu par l'article L242-1 du Code des assurances. Elle a pu en déduire sans être tenue de procéder à d'autres recherches que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés. » Donc voilà, toute déclaration tardive n'est pas forcément fautive aux yeux de l'assureur DO. Donc là, on a en plus, dans cette hypothèse-là, un délai de traitement particulièrement de l'assureur DO pour proposer l'indemnité, qui constitue peut-être une des raisons pour laquelle la Cour de cassation a également écarté le moyen soulevé par l'assureur DO. J'aborderai désormais, on va sortir de l'assurance dommage ouvrage pour évoquer la nature même des désordres, une décision très importante. C'est le revirement de ce trimestre, assez important sur ce qu'on appelle les désordres évolutifs. C'est une décision rendue toujours par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023, rendue sous le numéro 22 13 410. Pour rappel, je vous ai indiqué les conditions d'application pour que des désordres soient considérés comme des désordres de nature évolutive et pour que ces désordres soient garantis par l'assureur DO. Pour qu'il y ait désordre évolutif, 3 conditions cumulatives étaient fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Il fallait que les désordres initiaux soient déclarés, bien évidemment, dans le délai de garantie décennale. Ça, ce n'est pas une surprise. C'est une décision rendue par la Cour de cassation le 18 novembre 1992. La deuxième condition cumulative était que les désordres initiaux
devait déjà avoir revêtu dans le délai de garantie décennale la condition de gravité requise par l'article 1792 du Code civil. C'est-à-dire que le dommage devait exister au moment de la déclaration. On ne parle pas de dommage futur et certain, le dommage devait déjà exister au moment de la déclaration dans le délai de garantie. Donc, des dommages déclarés qui se sont vraiment révélés dans le délai de garantie. Et enfin, la troisième condition qui a été fixée par la Cour de cassation par un arrêt du 8 octobre 2003 était que les nouveaux désordres doivent constituer l'aggravation des désordres initiaux et affecter les mêmes ouvrages. Et là, c'est le point important de la décision commentée. C'était affecter les mêmes ouvrages. C'était une décision rendue en 2003 qu'on appelle la jurisprudence des corbeaux, qui concernait des balcons d'une copropriété, dont de nouveaux balcons étaient affectés par des désordres. Postérieurement, l'apparition d'autres désordres sur d'autres balcons, la Cour de cassation avait estimé que s'agissant d'ouvrages différents des ouvrages initiaux pour lesquels les désordres étaient apparus, les désordres, même si même cause, mêmes effets, les mêmes désordres étaient constatés. S'agissant d'ouvrages différents, la Cour de cassation avait écarté la qualification de désordre évolutif. Donc, 3 conditions déclarées dans le délai de garantie, désordres de nature décennale apparus dans le délai de garantie et des désordres affectant le même ouvrage. Voilà, le troisième critère pour que les nouveaux désordres puissent être garantis devait trouver leur siège dans la même partie de l'ouvrage qui a été sinistré à l'origine avant l'expiration du délai décennal. Là, je vous ai mis attention revirement. C'est le texte de la Cour de cassation qui a jugé, ayant souverainement retenu que les pathologies affectant le carrelage du rez-de-chaussée étaient identiques à celles du premier étage, donc rez-de-chaussée, premier étage, il ne s'agit pas du même ouvrage, ce dont il résultait que les désordres constatés par l'expert judiciaire affectant le carrelage du rez-de-chaussée trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie. Elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur DO au titre du désordre de carrelage du rez-de-chaussée était due. Désormais, l'interruption de la prescription décennale est admise sans condition d'identité de siège, dès lors qu'il y a identité de pathologie. C'est vraiment une décision très importante sur les dommages évolutifs, puisque ça va permettre de faire rentrer dans les désordres garantis, même s'ils apparaissent postérieurement à l'expiration du délai décennal, des nouveaux désordres, à la condition effectivement que ce soit les mêmes pathologies, les mêmes causes, que les désordres initiaux aient été déclarés toujours dans le délai de garantie, qu'ils soient de nature décennale. Donc vraiment une extension du domaine des désordres évolutifs très importante par cette décision rendue par la Cour de cassation en mai 2023. Une des conditions est donc supprimée, il n'y en a plus que 2. La condition d'identité de siège n'étant plus nécessaire. Voilà. Alors, ce n'est pas souscription, c'est souscription, bien évidemment. Les conséquences du défaut de souscription de l'assurance obligatoire, une décision rendue par la Cour de cassation le 11 mai 2023 sous le numéro 22 14 749. Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Dans la décision commentée, la Cour de cassation rappelle que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus. Et cette décision est assez intéressante. Les faits, c'est un maître d'ouvrage qui confie à un prix très bas, c'est un peu d'ailleurs le sujet, la réalisation de construction d'une maison. Elle confie ses travaux à son oncle. Dans des conditions vraiment avec un prix très très faible, étant précisé, c'est ce que j'ai abordé un petit peu sur ce slide, étant précisé pour la petite histoire que l'oncle
qui s'est vu confier les travaux de construction de la maison était plombier. Voilà. Donc, dans ces conditions, la Cour rappelle que c'est sur le constructeur que repose l'obligation de souscrire et le constructeur ne peut reporter sur le maître de l'ouvrage ou l'établissement financier des obligations qui le concernent. Voilà, puisque le constructeur indiquait que la banque aurait dû se préoccuper de cette question. La Cour de cassation rappelle que ce n'est pas l'établissement financier, encore moins le maître d'ouvrage sur qui pèse cette obligation, c'est sur le constructeur. La Cour de cassation condamne également le constructeur pour défaut d'assurance, même si le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer, notamment en raison de liens familiaux que j'ai évoqués, que le constructeur n'est pas une société de construction tout corps d'État. Le constructeur doit quand même lui rappeler qu'il n'est pas compétent pour procéder à des travaux d'une telle ampleur. En l'espèce, comme je vous l'ai indiqué, le constructeur n'était pas tout corps d'État, c'était un plombier. Malgré ça, sa nièce en avait connaissance, mais il devait le lui rappeler, notamment par écrit, ce qui n'a pas été fait, et la Cour de cassation le sanctionne sur ce point. Et enfin, le fait de contractualiser avec un constructeur en vue de rechercher des prestations conformes à un budget ne présuppose pas que la diminution du prix de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés. C'est-à-dire que le constructeur ne peut pas se retrancher derrière un prix particulièrement bas pour justifier l'absence de souscription de garantie décennale. Donc là, le constructeur a été condamné pour cette absence de souscription. La Cour de cassation jugeant également que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage qui se trouve privé dès l'ouverture de chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres. Donc là, c'est vraiment une perte de chance, un préjudice certain lié à cette absence de souscription. Voilà, c'est pareil, c'est un grand classique, mais qu'il convient quand même de rappeler. Malheureusement, on a régulièrement l'habitude de voir ce cas dans nos dossiers. Enfin, une décision rendue par la Cour de cassation également le 13 avril 2023 sous le numéro 21 24 985 qui concerne les questions de responsabilité en cours de travaux, également un cas qu'on est régulièrement amené à connaître. En l'espèce, c'était une entreprise de gros œuvres, laquelle, pour les besoins de l'opération de construction, a été contrainte de procéder à la location d'une grue de chantier avec une prestation de montage et de démontage de la grue. Les travaux ont été réalisés en fin de chantier. Lors du démontage de la grue et de son évacuation du chantier, l'entreprise qui avait loué la grue a causé un désordre au bâtiment appartenant au maître de l'ouvrage, lequel, malgré l'indemnisation qui lui a été versée par l'assureur TRC, a agi contre l'entreprise titulaire du lot gros œuvre, donc qui avait fait appel à l'entreprise de location. Donc le maître d'ouvrage s'est retourné non pas contre le loueur de la grue, mais contre son titulaire du lot gros œuvre, pour obtenir un complément d'indemnité, estimant que l'indemnité TRC n'était pas suffisante. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle d'une entreprise, donc là, le maître d'ouvrage recherchait la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros œuvres. Donc la Cour nous dit que celle-ci ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage en raison de l'absence de faute dans l'exécution du contrat qui lui a été confié. En l'espèce, le contrat qui lui a été confié, c'était la réalisation de gros œuvres. La Cour de cassation et les juridictions antérieures, et sûrement un expert, a considéré que l'entreprise de gros œuvres n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et que dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée pour les désordres causés par l'entreprise qui a manipulé la grue en l'espèce. Donc cette décision rappelle les distinctions assez importantes entre le contrat de sous-traitance et le contrat de location de matériel, puisque le maître d'ouvrage se prévalait de l'existence d'un contrat de sous-traitance. La sous-traitance, je vous le rappelle, est définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975. La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne l'exécution de toute ou partie du contrat d'entreprise. Donc, c'est sous la responsabilité du titulaire,
alors que la location est quant à elle définie à l'article 1709 du Code civil. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. Il n'y a pas de lien de subordination comme dans la sous-traitance où c'est toujours sous la responsabilité du titulaire. Il n'y a donc pas de sous-traitance et donc de responsabilité de l'entreprise principale en cas de simple mise à disposition de matériel lui permettant d'exécuter les prestations contractuellement dues au maître de l'ouvrage. La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2002 en ces termes, en se limitant à la mise à disposition de matériel adapté pour permettre au constructeur de remplir sa tâche. Le contrat ne pouvait être regardé comme un contrat d'entreprise, mais comme un contrat de louage de choses. Donc, voilà, simple mise à disposition n'est pas un contrat de sous-traitance. Toutefois, le critère n'est pas évident et ça se complique un petit peu lorsque, comme ici, la prestation de location de matériel est accompagnée d'une prestation de conduite, de montage et de démontage de la chose louée. Donc, ça sera un petit peu au cas par cas. Les critères quand même à avoir en tête, c'est de se poser la question de savoir si le prestataire a participé directement à l'acte de construire. Le mot directement est important. Il faut aussi avoir à l'esprit de s'interroger sur la durée de la présence du prestataire sur le chantier. Voilà, donc une décision importante, absence de responsabilité contractuelle par un titulaire lorsque celui-ci n'a commis aucun manquement dans l'exécution du marché qui lui a été confié, si ce dernier, si un dommage apparaît du fait d'un locateur d'ouvrage, un contrat de louage d'ouvrage qu'il a été obligé de conclure pour sa mission. Une décision rendue également le 13 avril 2023 sous le numéro 22-11-024 qui concerne la responsabilité de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Une décision aussi importante. C'est des cas qui sont très fréquents, la mission de l'AMO n'étant absolument pas définie par des contrats légalement, donc on peut un peu y mettre tout ce qu'on veut dedans. Mais il faut rappeler que l'assistant à la maîtrise d'ouvrage n'est pas le mandataire du maître d'ouvrage, qui n'a pas mandat pour le représenter, contrairement au maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué, lui, représente le maître d'ouvrage, est habilité à signer les marchés et il s'agit d'un mandataire. L'AMO n'est pas le mandataire du maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, l'AMO ne peut pas être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil. En effet, sont considérés comme des constructeurs au sens de cet article les architectes ou toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La question, c'est de poser, de savoir qu'est-ce qu'effectivement un contrat de louage d'ouvrage. Alors, s'il n'existe pas de définition précise, il résulte des différentes jurisprudences rendues depuis longtemps que le contrat de louage d'ouvrage peut être défini si l'entrepreneur s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux règles de l'art, à conserver la garde de l'ouvrage jusqu'à la livraison, à respecter les délais fixés au marché, le maître de l'ouvrage s'obligeant quant à lui à prendre en livraison et à payer le prix à échéance fixe. Donc, de cette définition, il est vraiment confirmé que l'AMO ne peut pas être considéré comme un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792, puisqu'il ne remplit aucune de ces conditions. Donc, l'AMO n'est pas lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et il n'a qu'un rôle de proposition vis-à-vis du maître d'ouvrage. L'AMO ne prend pas de décision. C'est vraiment un point très important qu'il faut avoir en tête. Un AMO ne prend pas de décision. Il est là vraiment pour proposer au maître de l'ouvrage la réalisation de l'ouvrage. La conséquence est que l'AMO n'assume aucune mission de conception et qu'à ce titre, donc, il n'est pas soumis à la responsabilité des constructeurs avec un S qui manque, voilà, la responsabilité des constructeurs, ni à l'obligation d'assurance prévue par l'article L242-1 du Code des assurances. Donc, pas de mission de conception, il n'est pas considéré comme un constructeur, donc pas soumis à la garantie décennale. Sauf que, bien évidemment, ça, ce serait trop simple, sauf qu'il est bien souvent, on rencontre souvent des AMO qui dépassent largement le cadre de leur mission ou qui ont une mission beaucoup trop vaste et qui fait d'eux des constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil.
1792-1 du Code civil. C'est le cas en l'espèce, puisque un maître d'ouvrage a confié à son AMO une mission portant sur l'approche environnementale HQE. Donc cette mission de proposition, c'est vraiment plus vraiment de la proposition, comprenait une programmation générale de la zone balnéo, c'était la réalisation d'un ouvrage thalassothérapie, une programmation technique et fonctionnelle de la zone balnéo, une programmation technique et fonctionnelle de la zone piscine extérieure, une programmation technique du chauffage-ventilation et une veille technique sur les domaines spécifiques du clou et du couvercle. Bien évidemment, des dysfonctionnements sont apparus sur l'ouvrage. Le maître d'ouvrage est allé rechercher la responsabilité décennale de son AMO, lequel a fait valoir pour sa défense que, en sa qualité d'AMO, il ne pouvait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil. La Cour de cassation, la Cour d'appel puis la Cour de cassation ont rejeté le moyen soulevé par l'AMO en raison, puisque celui-ci avait choisi un matériel inadapté à son environnement, sans mettre en garde le maître de l'ouvrage sur son inadaptation au site, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, avec des besoins les plus importants coïncidant à une période de moindre ensoleillement. Donc là, il est reproché finalement à l'AMO une mission de conception, un manquement à son obligation de conseil et donc des missions qui étaient assimilables à celles d'un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, et donc sa responsabilité décennale a été engagée aux côtés des autres constructeurs. Ouais, une décision vraiment importante, donc faire attention lorsque on rédige ou on signe un contrat d'AMO sur le cadre de la mission et bien avoir en tête la différence entre l'AMO et le maître d'ouvrage délégué qui lui est mandataire, ce que n'est pas normalement l'AMO. Voilà, donc la décision est confirmée par la Cour de cassation en ces termes. Les dommages résultant pour l'essentiel d'un choix de technologie inadaptée à son environnement étaient imputables. Donc le terme imputable est important puisque c'est vraiment l'imputabilité, c'est ce qui définit un constructeur au sens de 1792-1, de sorte que cette dernière est tenue in solidum de réparer les préjudices matériels et immatériels du syndicat des copropriétaires avec les autres locataires d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. Je vous ai mis en parallèle une décision, ce qu'on voit plus fréquemment devant les juridictions administratives, une décision, un arrêt du Conseil d'État en ce sens, en date du 9 mars 2018, numéro 406205. Donc, dans le même sens, s'agissant d'un marché public, le Conseil d'État a qualifié l'assistant à maîtrise d'ouvrage de constructeur compte tenu de la nature de la mission qui lui avait été confiée et qui allait au-delà d'une simple mission d'accompagnement administratif, juridique et financier. Donc, la conséquence de ça, on revient à une jurisprudence qu'on a évoquée précédemment. S'agissant d'un constructeur au sens de 1792-1, il appartenait à l'AMO de souscrire une assurance obligatoire à défaut. Donc, sa responsabilité est également engagée sur ce point vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Décision importante. Pour poursuivre une décision en date du 30 mars 2023, rendue sous le numéro 21-17-641, concerne la question de l'interruption de la prescription biennale assureur-assuré. C'est aussi une décision très importante qu'il convient de rappeler, même si elle n'est pas nouvelle, mais quelque chose qu'on rencontre très régulièrement. Donc, cette question de l'interruption de la prescription biennale assureur-assuré. L'article L114-1 du Code des assurances dispose que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. C'était le 10 ans plus 2 ans tout à l'heure. La prescription est donc interrompue par une cause ordinaire d'interruption de la prescription. Les causes ordinaires d'interruption de la prescription étant énoncées aux articles 2040 et 2041 du Code civil. La première cause ordinaire d'interruption de la prescription, c'est la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Donc, la reconnaissance de garantie pour l'assurance. La deuxième cause d'interruption, la cause ordinaire d'interruption, c'est la demande en justice, même en référé, qui interrompt la prescription, ainsi que le délai de forclusion. Mais l'article L114-2 du Code des assurances poursuit en indiquant sur cette prescription biennale assureur-assuré, qui est une prescription particulière,
que la prescription est interrompue par une des clauses ordinaires d'interruption de la prescription que nous venons de voir, mais aussi par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Donc, par l'assuré à l'assureur pour le règlement de l'indemnité. La question qui est évoquée dans cette décision, c'est de savoir si une déclaration de sinistre faite en recommandé auprès du courtier peut interrompre la prescription biennale. Alors, on avait une décision rendue par la Cour d'appel qui a été infirmée par la Cour de cassation. En effet, la Cour d'appel avait estimé que certes, les déclarations de sinistre avaient été adressées au courtier. Malgré cela, ce n'était pas l'assureur, mais malgré le fait que c'était adressé au courtier, celle-ci pouvait valablement interrompre la prescription dans la mesure où le courtier a informé l'assuré que l'assureur estimait ne pas devoir sa garantie, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'assureur a bien eu connaissance de l'ensemble des déclarations de sinistre. Donc la Cour d'appel nous dit, peu importe que ce soit adressé au courtier ou directement à l'assureur, à partir du moment où l'assureur reconnaît qu'il a bien eu connaissance des déclarations de sinistre, la déclaration de sinistre est considérée comme interruptive de la prescription. Et donc, selon la Cour d'appel, du fait de cette interruption par les déclarations adressées au courtier, un nouveau délai de prescription de même durée avait donc recommencé à courir à compter de la date de chacune des déclarations de sinistre. Or, l'assureur, bien évidemment, pas satisfait de cette décision, a formé un pourvoi contre la décision. Au visa de l'article L114-2 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur ou au mandataire de ce dernier en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Ça, c'est ce que complète la Cour de cassation, par l'assuré à l'assureur ou à son mandataire. La haute juridiction ajoute qu'une déclaration de sinistre faite à un courtier n'interrompt pas la prescription, sauf si le courtier s'est vu expressément donner un mandat par l'assureur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la Cour de cassation indique, en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence contestée d'un mandat donné par l'assureur au courtier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Je vous ai mis un petit mémo qu'il faut quand même avoir en tête, savoir à qui on adresse les déclarations de sinistre ou les assureurs, savoir à qui a été adressée la déclaration de sinistre. Pour rappel, un agent d'assurance est mandataire de l'assureur, donc il représente l'assureur, donc une déclaration qui est faite à un agent d'assurance interrompt le délai. En revanche, le courtier n'est que, entre guillemets, le mandataire de l'assuré, il représente l'assuré, donc la déclaration n'interrompt pas le délai de prescription, sauf, et c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation, sauf si le courtier a reçu un mandat express qui lui a été donné par l'assureur. Le courtier représente l'assuré. Il faut avoir ça en tête. C'est comme si un assuré qui fait une déclaration à son courtier, c'est se faire une déclaration à soi-même. Voilà. Donc, pas de possibilité d'interrompre auprès d'un courtier, sauf mandat express de l'assureur, donné par l'assureur à son courtier. Une décision importante voilà, sur les questions d'interruption de prescription. Question enfin des travaux supplémentaires. Dans le précédent webinaire, j'avais déjà abordé cette question-là qui revient bien évidemment de manière très régulière par les entreprises qui souhaitent se voir payer le paiement de travaux supplémentaires. Nous avons là une décision rendue le 11 mai 2023 sous le numéro 21 24 884. Donc pour rappel, je vous ai remis les dispositions de l'article 1793 du Code civil qui concerne le marché forfaitaire, selon lequel un marché forfaitaire ne peut, le titulaire ne peut demander aucune augmentation de prix dans le cadre d'un marché forfaitaire, sauf si l'autorisation lui a été faite par écrit d'engager ses travaux. Donc, le principe du marché forfaitaire, la conclusion du marché à forfait implique que l'entrepreneur ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires non prévus au marché, alors que ces travaux sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
Mais dans certaines conditions, des travaux, bien que se situant hors forfait, peuvent donner lieu au paiement du maître de l'ouvrage dès lors qu'ils ont été réalisés avec le consentement du maître de l'ouvrage. Le consentement du maître de l'ouvrage peut résulter bien évidemment de l'accord écrit du maître de l'ouvrage, des décisions classiques. Donc, s'il y a un accord écrit du maître de l'ouvrage pour les travaux supplémentaires, le titulaire peut en réclamer le paiement, mais le consentement du maître de l'ouvrage peut également résulter de la ratification des travaux exécutés, la ratification devant être comprise comme une acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage des travaux exécutés. Une acceptation expresse et non équivoque. La décision rendue par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 sur cette opposition, nous l'avions évoqué lors d'un webinaire précédent, la haute juridiction avait sanctionné au visa de l'article 1793 du Code civil une décision rendue par la Cour d'appel en ces termes, en statuant ainsi sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Donc, il faut vraiment cette condition d'acceptation expresse et non équivoque. Bien sûr, le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait est également possible en cas de bouleversement de l'économie du marché. Mais ce n'était pas le sujet, mais c'était un petit rappel que je tenais à formuler. Dans la décision rendue le 11 mai 2023, nous avons un assouplissement de la condition d'acceptation expresse et non équivoque. C'est vraiment un assouplissement, ce n'est pas un revirement de jurisprudence. C'est un assouplissement qui va permettre d'obtenir plus facilement le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Nous avons là un maître d'ouvrage qui a renvoyé le décompte définitif à l'entreprise. Dans ces décomptes, l'entreprise avait chiffré des travaux supplémentaires. En retournant ce décompte, le maître de l'ouvrage, qui est donc le décompte qui incluait le montant des travaux supplémentaires, le maître de l'ouvrage les a retournés sans observation, cette notification étant considérée comme étant sans équivoque et fait ressortir ainsi que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque des dits travaux réalisés hors forfait. Il y a une sorte de ratification tacite par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires. Alors qu'auparavant, je vous ai mis une décision contraire en ce sens, une décision récente de 2019. Donc là, le 11 mai 2023, la Cour de cassation nous dit si le maître d'ouvrage renvoie sans observation un décompte qui contient des travaux supplémentaires, il a supposé les avoir acceptés postérieurement et de faire une ratification tacite. Alors qu'en 2019, la Cour de cassation nous avait dit que la seule connaissance par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires et son absence de réaction à réception des factures de l'entrepreneur ne permettait pas de caractériser un accord express et non équivoque du maître d'ouvrage sur la ratification des dits travaux. Donc voilà, quand je parle pas de revirement, je parle vraiment d'assouplissement des conditions pour obtenir le paiement de travaux, c'est-à-dire que la ratification postérieure et une acceptation tacite postérieure par le maître de l'ouvrage. Une décision également importante en ce sens. Donc, sur les marchés forfaitaires. Enfin, dernier arrêt que nous évoquerons ensemble, c'est une décision rendue le 11 mai 2023 sous le numéro 21 24 967, une décision qui vient confirmer une décision très importante que nous avions évoquée et dont vous avez forcément entendu parler, qui était la décision rendue par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 sous le numéro 21 21 305. Pour rappel, cette question concerne les recours entre constructeurs eux-mêmes dans le cadre d'un litige de droit de la construction. Donc auparavant, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrivait donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc, les recours entre assureurs, entre constructeurs, entre eux, c'est un délai de 5 ans. La question, c'est de poser, de savoir, bien évidemment, à partir de quand courait ce délai de 5 ans. Auparavant, la Cour de cassation jugeait que le point de départ de la prescription entre constructeurs, contre un autre constructeur ou son sous-traitant, était la date à laquelle l'entrepreneur principal
avait été assigné en référé expertise par le maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que c'était donc l'assignation en référé expertise du maître de l'ouvrage contre un constructeur qui faisait courir les délais de prescription entre les constructeurs eux-mêmes. L'assignation en référé pour normalement obtenir la désignation d'un expert. De cette jurisprudence du 19 janvier 2020, les recours se sont bien évidemment multipliés entre constructeurs, chacun s'assignant les uns et les autres à compter de la date d'assignation en référé, ce qui a bien évidemment encombré les juridictions. La Cour de cassation l'explique d'ailleurs expressément dans sa décision du 14 décembre 2022. Pour une bonne administration de la justice, le terme est clairement utilisé dans cette décision. La Cour de cassation, donc dans son revirement, nous indique qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garantie de condamnation en nature ou par équivalent ou obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnation ultérieure. Donc, l'assignation en référé n'était pas le point de départ de la entre constructeurs. C'est ce que je vous ai indiqué. Une assignation en référé expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur non assorti d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire. C'est donc l'assignation au fond qui fait courir les délais de prescription entre les constructeurs eux-mêmes et non plus une assignation en référé. Mais, et c'est un point important qui est confirmé dans cette décision du 11 mai 2023, l'assignation référée expertise n'est pas le point de départ de la prescription entre les constructeurs eux-mêmes, sauf si dans cette assignation référée, il y a la demande de reconnaissance d'un droit fût-ce par provision. C'est-à-dire que si le maître d'ouvrage sollicite la désignation d'un expert judiciaire et à titre principal sollicite une demande de condamnation par provision des constructeurs ou de l'entrepreneur principal et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire ou à titre subsidiaire, il y a dans cette hypothèse-là la demande de reconnaissance d'un droit. Donc, dès qu'il y a demande de reconnaissance d'un droit, demande de condamnation, ne serait-ce que par provision, finalement, le délai entre les constructeurs eux-mêmes recommence à courir, cette fois à partir de l'assignation en référé. Donc, la question de la reconnaissance d'un droit fût-ce par provision, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, si la jurisprudence de décembre 2022 est venue simplifier les choses pour éviter les recours préventifs entre les constructeurs eux-mêmes, il appartient quand même, lorsqu'une assignation est délivrée, il appartient quand même de vérifier si dans son assignation référée initiale, le maître d'ouvrage ne sollicite pas la reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision. Et là, il faut se poser la question de savoir si finalement, avec cette demande de reconnaissance d'un droit, le délai entre constructeurs ne commence pas à recourir comme auparavant à compter de l'assignation en référé. Si la décision du décembre 2022 était bienvenue, elle réserve encore, me semble-t-il, des surprises. J'en ai terminé pour la jurisprudence, des points, 10 décisions, me semble-t-il, importantes. J'aborderai très rapidement l'actualité réglementaire importante pour les maîtres d'ouvrage, pour les maîtres d'ouvrage en matière de travaux de démolition, à savoir la publication le 29 avril 2023 de l'arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition et de la rénovation significative de catégories de bâtiments. Donc ça, cet arrêté entre en vigueur samedi 1er juillet 2023. Quelles sont les conséquences de la publication de cet arrêté? Elles sont uniques, elles concernent les maîtres d'ouvrage, lesquels devront désormais, avant chaque dépôt de demande, c'est ça qui est important, c'est quand même avant chaque dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme ou avant même l'acceptation de devis pour une opération de démolition ou de rénovation significative, ils devront faire réaliser, donc avant le dépôt de permis et avant la passation des marchés, faire réaliser un diagnostic relatif aux produits, équipements, matériaux et déchets, ce qu'on appelle le PEMD. Donc, avant chaque dépôt de demande et avant l'acceptation des devis. Donc,
Le PEMD qui doit être réalisé par une entreprise spécialisée va faire une distinction nette entre les produits ainsi que les équipements et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés et les déchets qui devront être traités dans le cadre de la hiérarchie des modes de traitement. C'est les envois à la déchetterie selon différentes classifications. Bien évidemment, l'opération significative est définie par cet arrêté. Est une opération significative lorsqu'il y a rénovation ou démolition d'un bâtiment d'une surface cumulée de plancher supérieure à 1000 m² ou d'un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant abrité au moins une substance dangereuse. Ce sont des articles qui ont été rajoutés au Code de la construction et de l'habitation. Donc, surface cumulée supérieure à 1000 €, rénovation, démolition, nécessité au préalable de faire réaliser ce PEMD pour les maîtres d'ouvrage. Ce PEMD doit être transmis au CSTB. Donc, il y a une plateforme qui va être mise en place pour déposer le PEMD au CSTB. Voilà, et toujours dépôt avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés, ce qui va nécessiter d'anticiper bien en amont de demande d'autorisation et des passations des marchés, de faire réaliser cette prestation. Et une fois que les travaux auront été réalisés, il faudra déposer également un formulaire de récolement qui devrait être transmis dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation concernés. C'est également un rajout qui a été inclus dans le Code de la construction et de l'habitation. Et la sanction, bien évidemment, l'absence de respect de cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur samedi est sanctionnée pénalement d'une amende de 45 000 € pour le maître de l'ouvrage. Voilà, j'en ai terminé de mes observations et de ma présentation de ce jour. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Je ne sais pas s'il y a des questions qui seront formulées. Alors, merci Cyril. Donc, en effet, vous avez été très clair parce que pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Je viens de vous repasser à la slide d'avant pour que juste on reprenne la façon dont les participants peuvent poser des questions. Alors, si vous en avez, c'est le moment. Voilà, on va laisser quelques minutes. On va, pendant ce temps, rappeler donc ce webinaire, comme on vous l'a indiqué, est un marronnier. Donc, il revient régulièrement au cours de l'année et que le prochain est le 25 octobre à 14h30. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Alors, on n'a pas de questions qui arrivent. On va peut-être attendre une petite minute. Comme ça. Alors, on a eu une question sur la rediffusion du webinaire. Alors, même si elle n'est pas éditoriale, oui. Alors, vous pourrez retrouver la rediffusion du webinaire, donc la captation du webinaire sur le site immobilière qui est hébergé sur le site Le Moniteur dans une actu. Donc, vous aurez le lien de connexion pour vous connecter voilà, sur le site du Moniteur, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez été parfaitement clair puisqu'il n'y a aucune question. Reste à vous remercier, à remercier chacun des participants et donc à vous donner rendez-vous le 25 octobre à 14h30. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous et bon été. Bon été. Au revoir. Au revoir.